Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Hardcore Flashback sur Elimination Chamber 2014. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est la troisième fois que je fais cette vidéo en un peu plus d'un an et demi. Cette fois-ci elle va être là et elle va y rester. Donc mon analyse de la dernière de 2014 est enfin là. Alors juste par précision, je tourne cette vidéo le 1er octobre, donc je prends un peu d'avance. Donc d'ores et déjà, je m'excuse d'avance si je dis pas mal de bêtises par rapport à ce qui s'est passé. Comme par exemple là, mon classement de pay-per-view est fait sur 36 pay-per-view. Donc je compte pas LNSL, je compte pas les Survivor Series ni TLC 2015. Donc ça poussera celle-ci à une 39e place. Enfin ça poussera le classement à 39, alors que au moment où je tourne cette vidéo c'est toujours à 36, donc voilà, le classement est sujet à changement bien évidemment. Et je le dis maintenant, donc j'ai décidé de faire de nouveau on va dire des bonnes résolutions en avance, très en avance pour moi. Pour vous c'est dans un peu plus d'une semaine, on passera à 2016, mais je vais refaire de nouveau des vidéos de moins de 20 minutes, voilà, parce que j'ai un peu tendance ces derniers temps à faire des vidéos assez longues, ça ne plaît pas à tout le monde, donc je vais y remédier. Voilà, une dernière chose avant de passer à l'analyse du pay-per-view. Sachez que ce pay-per-view là va clôturer l'année 2014 en termes d'analyse pour moi. Et la semaine passée, normalement, si tout va bien, vous avez eu la dernière analyse qui est TLC 2015, donc pour l'année 2015. Donc sachez que normalement le mois prochain, donc ça sera le 12 et le 19 janvier, peut-être quelque chose comme ça, vous aurez le récapitulatif de l'année 2014 et un récapitulatif de l'année 2015 en termes de pay-per-view, donc à une semaine d'intervalle. Ça clôturera définitivement mes playlists où c'est marqué analyse de pay-per-view 2014 et 2015. C'est pour faire une sorte de conclusion. Voilà. Maintenant tout est dit, on va passer donc à ce qui nous intéresse, le show, donc Elimination Chamber 2014, qui m'a quand même globalement déçu. Il y a des bons matchs, je vais m'expliquer, mais pourquoi il m'a déçu? C'est comme d'habitude trop d'attentes, donc forcément il y a des choses qui me déçoivent, même si il y a quand même quelques matchs qui ont été à la hauteur de mes espérances, comme par exemple l'opener entre Biggie et Jack Swagger, le main event, donc l'Elimination Chamber match, et le Wyatt Family contre le Shield, ont été clairement au-dessus des autres. Les autres avaient certains matchs n'atteignaient pas un pay-per-view, donc certains avaient l'allure d'un Raw, d'autres même d'un SmackDown, donc ça a été assez décevant pour ma part en tout cas. Donc on va directement débuter afin que je vous développe un peu plus tout ça. Le premier match, Biggie défendait son titre intercontinental contre Jack Swagger, accompagné de Zeb Colter. Donc au moment où je tourne cette vidéo, où est Zeb Colter? Je ne sais pas s'il va réapparaître d'ici la fin de l'année 2015, mais on l'a plus revu depuis sa soi-disant blessure. C'était dans sa rivalité entre Jack Swagger et Rusev, je crois. On l'a plus revu depuis, donc voilà, je veux pas dire que c'est un personnage emblématique, mais n'empêche que ça apportait un petit côté en plus au personnage de Jack Swagger, même s'il était devenu face. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. Ensuite, concernant le match, quel opener! Sérieusement, j'avais pas souvenir d'un tel match entre les deux. Franchement, Biggie est clairement beaucoup plus fade de ce qu'il peut nous montrer actuellement avec le New Day. Donc voilà, il est quand même bon, mais en face c'est pas terrible. Il est de loin pas parfait le match, mais de haut calibre tout de même, c'est-à-dire que le match est allé dans tous les sens. Un match qui est quand même assez centré, basé sur la brutalité des deux hommes, avec deux spots majeurs. Premièrement, le spear de Biggie à l'extérieur du ring, donc à la Edge contre Mick Foley de WrestleMania 22, et l'autre contre le poteau à l'extérieur du ring. C'était deux spears magistraux. J'ai vraiment adoré et ça prouve vraiment que le mec est quand même assez extrême. On le dit pas assez souvent, mais Biggie est quand même un putain de bon lutteur. Pas non plus le meilleur actuellement, de loin pas, mais il est agréable à regarder même dans cette période-là. Il y a quelques défauts tout de même au match, comme par exemple il y a un botch vers la fin et le rythme est assez saccadé, donc ça fait que ça descend un peu la note globale du match. Mais on a quand même quelque chose de potable. Pourquoi le rythme est saccadé, je ne l'ai pas forcément expliqué. Mais au début du match, Jack Swagger va avoir un peu peur de Biggie. Il va se rendre compte que force contre force, il atteint pas justement la force de Biggie. Donc il va aller plusieurs fois à l'extérieur demander conseil à Zeb Colter. Donc ça casse un peu le rythme. Mais le match est quand même largement potable. C'est un très bon opener en solo. En 2014, si je me souviens bien, les openers étaient assez centrés sur les matchs par équipe. Là, on a un match en solo, donc voilà. Pour moi, j'ai mis 8 sur 10. C'est le troisième meilleur match de la soirée et c'est un très bon match compte tenu des autres qui vont suivre celui-ci. Voilà, je vais essayer de passer un peu plus vite. Les New Age Outlaws défendaient leur titre par équipe contre les Usos. Match assez ennuyant pour les trois quarts du match. J'ai même pensé carrément à autre chose. Je ne vais même plus vous dire quoi aujourd'hui là, parce que je l'ai vu hier. Mais franchement j'étais totalement ailleurs. Ce match ne m'a pas convaincu du tout. À part que, je sais pas, j'avais souvenir que les Usos avaient quand même
ils allaient devenir une équipe emblématique et ils avaient des bons matchs bien souvent, mais d'autres étaient quand même assez ennuyeux. Mais alors celui-là, je n'ai pas du tout souvenir. D'ailleurs, je pensais même que les Usos allaient gagner. Là, non. Tout comme le premier match, c'est le champion qui a conservé leur titre. Donc là, l'occurrence, c'est les New Age Outlaws. Et bon, oui, le rythme est encore assez saccadé, encore une fois, pardon. Il n'y a pas de spot majeur, donc voilà, je vous en parle. Le match n'est pas dégueulasse, mais il est loin d'être bon aussi. Donc je lui mets ma moyenne, qui est de 6 sur 10. Pour moi, en dessous de 6, c'est un match raté. Là, je lui mets juste la moyenne, parce que c'est 4, enfin, ce sont 4 bons lutteurs quand même. Mais je suis clairement déçu, pour moi, ça méritait plus. Ensuite, Darren Young affrontait Titus O'Neil, donc 2 anciens partenaires s'affrontaient dans ce pay-per-view. J'avais pas vraiment souvenir de ce match-là et je me souviens pourquoi. Le match est assez pauvre, que ce soit techniquement ou alors au niveau du rythme. Le rythme est pas saccadé, là il est juste beaucoup trop lent, principalement à cause de Titus O'Neil. Heureusement qu'ils les ont remis en équipe aujourd'hui parce qu'ils sont quand même bien meilleurs ensemble que séparément. Le match est assez court, mais j'ai mis n'est-ce pas mieux comme ça. On s'emmerdait un petit peu, voilà, sans vouloir être vulgaire, pardon. Et le match ne mérite pas le pay-per-view, quoi. J'ai mis 5,5 sur 10, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Pas de spot majeur, là encore. Titus O'Neil qui commençait à être brutal, mais on voit clairement qu'il a fait beaucoup de progrès. Darren Young ressemble à un enfant dans son look là, c'était assez désastreux. Et niveau in-ring, il n'a pas montré grand chose non plus, le public ne suit pas. Voilà, 5,5, je suis encore assez généreux, pour moi ça méritait presque même moins. Ensuite, on repasse un peu dans les bonnes critiques, les critiques positives, avec le match de la soirée. Je vous annonce direct que j'ai mis 10 sur 10. C'est le Shield contre la Wyatt Family. Donc là, j'ai mis beaucoup de notes. Je regarde là, ce sont mes notes, c'est tout à fait normal. Donc j'ai mis match parfait. Entre le spot de Rollins qui nous montre déjà toute l'étendue de son art. Il y a aussi Roman Reigns qui est étonnamment parfait. Non, je ne veux pas dire parfait, mais il est étonnamment bon quand même. Il faisait pas que ses 4 prises. Il dégageait autre chose, c'est difficile à dire, mais... Voilà, il était encore dans sa période heal, c'est le face turn qui était amorcé là, mais il était heal, donc il dégageait quelque chose de différent. Et au niveau de ses prises, on va dire qu'il explorait d'autres choses, quoi. Aujourd'hui, il est un peu rentré dans sa manière de lutter qui est assez robotique, un peu comme Cena, justement dans l'année 2014, et même avant qu'il passe en 2015 et qu'il gagne son titre des États-Unis et que ça change, mais c'est pas le sujet. On a aussi Dean Ambrose qui est là toujours pour ajouter un grain de folie dans les matchs, surtout dans cette période-là, la période du Shield. Puis la famille Wyatt, quoi, et sa brutalité, juste malade à souhait, quoi. C'est vraiment des lutteurs fous, quoi. J'adorais. Même si à Braun Strowman maintenant que la Wyatt Family est recomposée, c'est pas la même chose. Je trouve qu'il manque encore ce petit truc. Je sais pas si ça aura changé d'ici décembre, au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais je trouve qu'il y a un petit truc qui a changé quand même. Il manque un petit truc et j'espère le voir plus tard. Oui, ensuite j'ai marqué que c'était le meilleur de leur affrontement. Je crois qu'il y en avait eu 3 ou 4 et clairement c'est le meilleur. Le match pour moi est pratiquement parfait. Le match parfait n'existe pas, mais je mets quand même 10 sur 10, quoi, parce que on pouvait pas espérer mieux, ou alors vous êtes totalement beaucoup trop exigeant avec la WWE. Mais là pour moi c'est un match quasiment parfait, à quelques petits détails près, mais le match parfait, comme je l'ai dit, n'existe pas. Rollins, voilà, Rollins, on va de toute façon en parler, c'est mon lutteur préféré. J'étais déjà totalement fan de lui à ce moment-là, et même depuis bien avant, depuis ses débuts à la WWE et même à NXT. Là, il nous montre encore une fois que c'est lui qui sait avoir les spots, quoi. Le moment où il fait une espèce de superplex à Luke Harper depuis la 3e corde, il l'envoie à l'extérieur du ring, il fait un topé suicida, il revient sur le ring. Ce mec est juste trop talentueux, quoi. Il méritait de toute façon d'être champion majeur, et ceux qui disent le contraire sont un petit peu fous quand même pour moi. Après voilà, le Rollins qui était dans ce match là, c'est clair qu'il est un peu plus attrayant parce qu'il fonce dans le tas, même si au moment où je tourne cette vidéo, sa rivalité contre Kane c'est un peu la même chose, sauf que c'est quand même différent. On a un Rollins quand même un peu plus sur la réserve qui fonce dans le tas, même si un petit peu des deux. Là le mec était juste suicidaire, c'était parfait. Le spot où la Wyatt Family défonce Rollins contre la table des commentateurs, c'est parfait à la fin du match. Voilà, Rollins est toujours dans les bons coups, je trouve, et ce match le prouve encore une fois. Et puis bon, le finish, comme j'en ai parlé avec la table des commentateurs brisée, est magique parce qu'on ne saura jamais si Rollins s'est relevé. On ne saura jamais où a fini Dean Ambrose parce que Dean Ambrose et Bray Wyatt se sont affrontés dans le public et on n'a plus vu Dean Ambrose à la fin du match, juste Bray Wyatt qui est revenu. Et puis Roman Reigns qui se fait malmener, donc voilà, il y a toujours ce petit truc qui me dérange parce que Roman Reigns il essaye déjà de le faire passer comme un Superman. J'aime pas beaucoup ça, mais n'empêche qu'ils ont bien quand même foutu le truc. Voilà, Roman Reigns perd, au moins ça permet de pas avoir un goût amer non plus. Mais voilà, le truc est fait pour que ce soit pas
trop non plus indigeste. Voilà, tout simplement. Donc au niveau des chiffres, je crois que c'est la dernière défaite de Rollins en pay-per-view avant Survivor Series de la même année et le retour de Sting. Et je crois que c'était la première défaite de Roman Reigns en pay-per-view, et je crois même tout court. J'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est la première défaite vu que c'est lui qui s'est ramassé le tombé. Donc je vais mettre 10 sur 10. Je crois que j'avais quelque chose encore à dire, mais tant pis. Je crois que j'ai assez parlé pour ce match-là, donc on va passer au prochain. AJ Lee défendait son titre des Divas contre Cameron. Naomi étant blessée, Cameron l'a remplacé. Pas grand chose à dire malheureusement, c'est le pire match de la soirée. Et mon dieu que ce n'est pas de la faute de AJ Lee. AJ Lee essaie de rattraper la catastrophe qu'est Cameron, pardon, mais c'est une catastrophe ambulante. Je suis vraiment désolé pour les gens qui l'aiment, mais non seulement le truc de Tough pas la dernière saison, l'avant-dernière, où elle avait répondu à Stone Cold que son match préféré c'était Alicia Fox contre Melina, alors qu'on pouvait même parler des hommes et des femmes, il y en a tellement des différents que celui-là m'avait déjà bien cassé. Ensuite on voit son ring, c'est une catastrophe. Heureusement on la voit plus ces temps. Je sais pas si elle a été virée, j'ai peut-être loupé cette information là, mais je pense pas. Mais vraiment Cameron est une catastrophe et ce match là prouve tout. Cameron baisse le rythme, baisse le contenu, le talent, le in-ring de ce match, et AJ Lee essaie de rattraper le tout, mais elle peut pas, quoi. Je veux dire, elle a beau être talentueuse, elle arrive pas, quoi. Cameron fait beaucoup trop de botch, le match est trop court, voilà, c'est... Enfin, je dis il est trop court, c'est peut-être le seul point positif. Il est court, mais à l'époque, en 2014, c'était... Enfin, on pouvait quand même le considérer comme un match long. Aujourd'hui, il est un peu trop court, mais à l'époque, il était quand même d'une moyenne... Enfin, d'une durée correcte, voilà. Donc j'ai mis 5 sur 10 parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire et que c'était assez décevant. Ensuite, avant-dernier match, Batista, le vainqueur du Royal Rumble, affrontait Alberto Del Rio. Ouais, donc on a, je sais pas, j'ai mis 6,5 sur 10, je vous le dis direct. Je suis pas emballé, mais je pense que si j'ai mis autant que ça, c'est parce qu'il y avait le match, enfin il y avait Cameron avant. Donc j'ai mis 5 sur 10. Encore une fois, je suis trop généreux avec l'autre, donc du coup avec celui-là, je mets plus que la moyenne. Alors que je l'ai pas aimé, vous voyez, c'est ça le problème, il faudrait que je les regarde, enfin, il faudrait que mes hardcore flashback, je regarde un match par jour, et comme ça j'ai le temps d'oublier un peu le précédent, parce que là, j'ai été trop généreux avec le 5 sur 10 entre AJ Lee et Cameron, et je pouvais pas mettre moins pour celui-là, donc j'ai mis 6,5 sur 10, qui est même plus que, sur lequel j'ai mis 6 sur 10, c'était le New Age Outlaws contre les Usos. Alors je suis pas sûr, je mettrai à peu près à la même chose, mais bon bref, il aura plus, c'est le charme de mes analyses, c'est qu'elles sont faites sans recul, donc voilà. Donc j'ai mis que c'était un match assez moyen. Alberto Del Rio est bon techniquement. Batista se fait dominer pratiquement tout le match, mais vend donc bien l'attaque du début, et c'est aussi pour ça que j'ai un peu plus augmenté la note globale du match. Effectivement, c'est pas le match même, c'est l'avant-match. Mais je sais pas si vous vous souvenez, l'avant-match voit Alberto Del Rio faire son arrivée sur le ring avec des béquilles. Il simule une blessure, justement, que Batista lui avait faite, donc c'était un Batista bombe, je crois, à l'extérieur du ring ou sur la table des commentateurs, je sais même plus. Mais bref, Batista bombe elle est assez violente, et du coup Alberto Del Rio s'en vient avec des béquilles, avec une minière, vend la blessure finalement, va attaquer Batista avant le match avec une béquille, une de ses béquilles. Donc oui, ça c'est quand même un bon truc, et du coup Batista scelle bien, ça permet de pas voir son défaut physique étant donné que il est asthmatique, donc avec une construction de match comme ça, on va pas forcément faire attention à ce défaut là, même si c'est pas vraiment un défaut. Voilà, cependant le match il est quand même trop court, pas assez rythmé encore une fois, c'est vraiment le problème, le gros défaut de ce pay-per-view. Et pour moi j'ai mis que le match n'était pas à la hauteur d'un pay-per-view, donc voilà, 6,5 sur 10, j'ai pas grand chose de plus à dire pour ce match là. Et enfin l'Elimination Chamber match, donc qui opposait Cesaro à Daniel Bryan, à Sheamus, à John Cena, à Randy Orton, et qui ai-je oublié, et Christian. Je crois que c'est lui que j'ai oublié, mais ça m'étonnerait même pas. Donc, première chose, première observation, il y avait déjà des pancartes Cesaro Section, pardon, dans le public, donc assez étonné. Et le match était très bon, voilà, je vous le dis, j'ai mis 9,5 sur 10 quand même. Il n'est pas parfait parce qu'il y a quelques petits botches, il y a quelques petites constructions dans le match qui sont pas faites, à mon sens, d'une bonne manière. Enfin, il y a une grosse qualité, c'est que j'adore les Elimination Chamber match, et encore plus quand les 6 lutteurs peuvent être présents en même temps sur le ring. C'est-à-dire que j'aime pas quand un catcheur par exemple se fait éliminer avant que le dernier lutteur rentre sur le ring. Je préfère quand les 6 sont présents, je préfère ça. Voilà, bref, ça c'est subjectif, c'est arrivé, mais le problème c'est que les éliminations sont arrivées un peu trop coup sur coup. J'ai pas vraiment aimé ça, donc pour moi ça fait un peu baisser aussi la note du match, qui fait que ce n'est pas un 10 sur 10. Donc j'ai mis que les 6 lutteurs ont été magiques, Christian et Orton pour leur fourberie, alors que Christian n'était pas encore considéré comme un heel.
Il n'a plus été considéré comme heel, je crois, après ça, de toute façon. Cesaro et Sheamus pour leur brutalité, c'était juste magique. On peut aussi mettre Cesaro dans la section technique. Comme Bryan, c'est pour sa technicité et pour sa vivacité qui me plaira toujours autant. Et Cena pour son star power. Il fait réagir les lutteurs, il fait réagir le public et moi-même. Même s'il était de loin pas aussi bon qu'aujourd'hui, il était un petit peu, comme j'ai dit, dans sa manière de lutter assez robotique. Pas comme aujourd'hui, donc voilà. Je vais quand même le mettre dedans parce qu'il n'a pas fait un match dégueulasse. J'ai mis que c'est un match beaucoup plus brutal que spectaculaire, dans le sens où on a beaucoup de lutteurs qui sont envoyés dans la cage ou dans la structure de la cage justement, ou alors juste dans les cellules, comme ils appellent ça, comme appellent ça Ajus et Shero. La cage, c'est la grosse structure, et dedans il y a les 4 cellules où les lutteurs sont enfermés dès le départ. Les 4 cellules sont détruites à la fin du match, donc c'est ce que j'ai vraiment apprécié, brutal à souhait. Et puis on va retenir quand même les 4 spots. Le premier, c'est le Frog Splash de Christian sur Sheamus pour éliminer Sheamus justement. C'est un peu le seul côté avec Flyer qu'on a vu. D'ailleurs, c'est le seul. Il avait aussi sauté une fois sur Cena, je crois, en milieu de match. Donc c'est le seul Christian qui a amené un côté un peu spectaculaire. J'aurais attendu aussi ça de Daniel Bryan, finalement pas. On a aussi le Brogue Kick, bien sûr, c'est le spot pour moi, de Sheamus sur Orton à travers la cage. Donc la cage a vraiment passé au travers, enfin, le pied de Sheamus a passé au travers de la cage et de la tête d'Orton, parce qu'Orton a été magique aussi, je le précise pas, mais en heel, il est pratiquement parfait. Se cacher dans la cage parce que tous les faces veulent aller contre lui et rigoler, il n'y a que Orton qui peut me faire rire à ce point, quoi. C'est pour ça que de le voir en face, ça m'énerve un petit peu. Là, pour moi, son face turn, actuellement, il sert à avoir une rivalité en solo contre Bray Wyatt, puis contre Brock Lesnar, et après, j'aimerais bien le revoir en heel ou en part-timer. Ça me ferait chier, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en face, c'est juste pour avoir une rivalité contre Bray Wyatt et Brock Lesnar, pour moi, sinon ça sert à rien. Et les 2 autres spots, c'est l'intervention de la Wyatt Family qui coûte le match à Cena, et celle de Kane qui coûte le match à Daniel Bryan, voilà. Donc, pas grand-chose de plus à dire, j'ai dit tout ce qui est important. Victoire d'Orton, c'est normal, c'est d'ailleurs la dernière défense de titre avec succès d'Orton pour un titre majeur, et je crois tout court même. Ça va bientôt faire 2 ans, donc ça me fout quand même un petit coup au moral de voir qu'Orton n'aura certainement plus jamais de titre majeur, étant donné qu'il y a déjà des rumeurs en septembre. Moi je suis 1er octobre, mais en septembre il y avait déjà des rumeurs comme quoi, qui disaient qu'Orton allait devenir part-timer. Ça me fout un coup au moral, parce que j'ai connu en 2006, il reste Cena, Orton, Kane, Undertaker, Triple H, voilà, il reste que Cena et Orton qui luttent actuellement, donc de manière à temps plein. Donc ça me fout quand même un coup au moral de me dire qu'il n'y aura plus que Cena, et Cena ce sera certainement pas pour longtemps non plus. Mais enfin bref, voilà. Je crois que j'en ai terminé pour cette analyse qui reste bonne dans l'ensemble, parce qu'on a 3 bons matchs, mais on a 4 matchs moyens, voire très mauvais, quoi. Donc la note moyenne finale, c'est 7,2 sur 10, qui est légèrement moins bon que l'édition 2015 qui était à 7,3. Il aura la place numéro 21, ce qui est un petit peu plus bas que le milieu, malheureusement. Il avait le calibre, le niveau pour être un très bon pay-per-view, mais avoir des matchs comme Darren Young contre Titus O'Neil, avoir Cameron ou avoir Batista contre Del Rio, où le match est assez moyen alors qu'ils auraient même pu en faire plus, ça m'a déçu, et ça baisse quand même considérablement la note du match. Voilà, du pay-per-view, pardon. Donc j'espère que vous avez apprécié mon analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me faire un peu vos pronostics. Je ne vais pas vous demander de regarder tous les pay-per-view, enfin mes analyses pardon, des pay-per-view 2014. Mais à votre avis, lequel est le meilleur? Dites-moi selon vous quel pay-per-view de l'année 2014 est le meilleur. Et on reverra tout ça donc le mois prochain avec le récapitulatif de l'année 2014. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas du tout à combien d'abonnés j'en serai au mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire, et nous on se retrouve tout bientôt donc pour la suite de la chaîne, et bonne fête de fin d'année à vous.